Profondément enfouie sous le sol écossais repose l'une des plus imposantes pierres néolithiques jamais découvertes. Si elle avait été laissée en surface, elle aurait sans doute attiré davantage de visiteurs que Stonehenge. Pourtant, un événement étrange survint. Après l'avoir mise au jour, les archéologues décidèrent de ne pas l'exposer. Ils l'enterrèrent plutôt de nouveau, définitivement. Quoi qu'ils aient ressenti, quoi qu'ils aient vu, cela a suffi à renfermer la pierre dans la terre. Mais pourquoi donc ? Je veux dire, nous savons que les peuples néolithiques gravaient et dessinaient des avertissements ainsi que des informations capitales sur la pierre. C'est pourquoi la pierre de Cochno suscita une telle fascination lors de sa première découverte. Tout débuta avec le révérend James Harvey, un pasteur local, qui tomba sur cette gigantesque dalle dans les années 1880, près de Clydebank, aux abords de Glasgow, en Écosse. La pierre était un grès classique, semblable à ceux que l'on trouve à Stonehenge. Mais c'était un grès lisse, idéal pour servir de toile. Lorsque Harvey découvrit la roche, elle était ornée d'anneaux tourbillonnants, de rainures profondes et d'étranges cupules. Il dut immédiatement percevoir qu'il ne s'agissait pas d'un simple rocher. C'était un message datant de plusieurs millénaires. En réalité, il provenait directement de 3000 avant notre ère. Cochno signifie « petite coupe » en gaélique. Ceux qui la nommèrent décrivaient littéralement ce qu'ils observaient, des anneaux imbriqués les uns dans les autres. Ces gravures ont donné naissance à de nombreuses théories. Certains experts y voient les prémices d'un langage écrit, des codes abstraits antérieurs aux mots. D'autres estiment que la pierre constitue une carte céleste, permettant au peuple néolithique de suivre le soleil, la lune et les étoiles, à l'instar des pyramides de Gizeh, que certains considèrent étrangement alignées avec la constellation d'Orion. Les cupules et marques de la pierre de Cochno pourraient elles aussi s'aligner sur une constellation particulière. La théorie la plus étrange prétend que la pierre servait de portail. Un scientifique affirme que les autochtones pensaient que ces gravures indiquaient un lieu de renaissance. Un endroit où l'on s'enfoncerait dans la terre pour naître à nouveau, dans cette vie ou dans l'au-delà. Si c'était exact, cela expliquerait peut-être pourquoi ils la cachèrent, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. Dans les années 30, un archéologue nommé Ludovic Mann entendit parler de la pierre et décida de s'y rendre. Cet homme eut une idée singulière. Il apporta de la peinture sur le site et en recouvrit les gravures. Pourtant, cette démarche insolite possédait un sens plus profond. Il cherchait littéralement à relier les points et à déterminer si la pierre pouvait servir de carte astronomique ancienne. Il pensait que ces gravures pourraient prédire les mouvements du soleil et de la lune, voire les éclipses. Certains affirment qu'en réalité, Mann commit un acte de vandalisme sur la dalle. Cela explique peut-être pourquoi, en 1965, les archéologues décidèrent de la réenterrer, ayant constaté des traces de graffiti et d'érosion climatique, jugeant qu'il valait mieux la préserver à l'abri sous la terre. La pierre de Cochno s'étend sur environ 13 mètres de long pour 7 mètres de large, soit presque la taille d'un autobus. Ce qui distingue cette dalle des autres roches, c'est la netteté et la complexité de ses gravures. De nombreux spécialistes la considèrent comme l'un des exemples les plus aboutis de cet art préhistorique sur l'ensemble du continent européen. Les motifs qu'elle porte se retrouvent également dans divers sites néolithiques à travers l'Europe, tels que la Grèce, la France, l'Espagne ou l'Italie, et même au-delà, en Australie, tous partageant des marques similaires en forme de cupules et d'anneaux. Pour préciser, ce type d'art préhistorique est également connu sous le nom de pétroglyphes. Les pétroglyphes sont des gravures réalisées par les hommes préhistoriques directement sur la surface des roches. Plutôt que d'utiliser de la peinture, ils ébréchaient, grattaient ou martelaient la pierre pour créer des images représentant animaux, symboles, spirales ou scènes de la vie quotidienne. Cependant, malgré toute l'attention portée, personne n'a jamais déchiffré le code de la pierre de Cochno. Pendant un temps, elle demeura tranquillement enfouie, jusqu'à ce qu'elle soit spectaculairement remise au jour en 2016. Je dis spectaculairement, car cette décision ébranla la communauté archéologique. Des chercheurs de l'université de Glasgow entreprirent alors de rouvrir le site pour étudier à nouveau la pierre. Mais cette fois, au lieu de l'exposer aux intempéries, ils recoururent à des drones et à un balayage tridimensionnel de haute technologie, capturant chaque sillon et chaque volute avec une précision époustouflante. L'équipe produisit une réplique numérique si fidèle qu'elle pouvait être étudiée sans jamais toucher l'original. Cette méthode novatrice permit d'espérer qu'un jour,
la pierre de Cocknoe révélerait enfin ses secrets, ou du moins qu'elle nous aiderait à comprendre ce que les hommes du néolithique jugeaient digne d'être gravé dans la pierre et dissimulé sous terre. Mais cette résurrection numérique eut un prix. La pierre réelle, vulnérable après des siècles passés sous terre, dut être à nouveau enfouie, préservée des mains trop curieuses et, convenons-en, des pieds malodorants du monde moderne. Aujourd'hui, la pierre de Cocknoe repose une fois encore sous le sol écossais, patiemment. Il convient de préciser que, bien que les chercheurs n'aient pas encore déchiffré les symboles de cette pierre, ils savent une chose avec certitude. L'art rupestre néolithique constituait une forme puissante de communication et de spiritualité pour les communautés anciennes. Ces gravures étaient soigneusement exécutées sur des rochers dispersés à travers collines, pâturages et près des sources d'eau. Elles servaient sans doute à des fins pratiques, comme indiquer des lieux importants ou guider les déplacements saisonniers. Mais leur portée dépassait largement cet usage. Pour les peuples néolithiques, ces pierres gravées revêtaient un caractère profondément spirituel, établissant un lien avec les ancêtres, les forces de la nature et les paysages sacrés. Ces roches possédaient une signification au sein d'une relation plus vaste entre l'homme et son environnement. Elles contribuaient à transformer le paysage en une carte vivante, à la fois de la vie quotidienne et des croyances spirituelles. C'est sans doute pourquoi de telles gravures se retrouvent aux quatre coins du monde. À propos de rochers mystérieux, il faut évoquer ces pierres ornées de pétroglyphes qui chantent réellement. Permettez-moi de vous présenter les pétroglyphes de Kubgal, situés dans le district de Bellary, au Karnataka, en Inde. Ce site néolithique, ou de l'âge de pierre, fut découvert à la fin du XIXe siècle, perdu, puis redécouvert au début du XXIe siècle. Ces pétroglyphes furent gravés sur la surface sombre de la dolérite. Contrairement au grès tendre et malléable, la dolérite est une roche volcanique dure et sombre, formée par le refroidissement du magma. Cet art rupestre fascinant se concentre essentiellement sur le bétail, notamment la variété à longues cornes et à bosses que l'on rencontre encore aujourd'hui dans la région. Il ne s'agit pas de simple gribouillage. Certains animaux sont représentés seuls, tandis que d'autres apparaissent dans des scènes d'affrontement, sont montés par des figures humanoïdes, ou entourés de personnes armées d'arcs et de flèches, peut-être pour illustrer la chasse ou la capture. Outre les bovins et les humains, on distingue quelques animaux comme les éléphants, tigres ou cerfs, ainsi que certains symboles abstraits comme des points, des échelles ou des empreintes. Il n'y a cependant aucune scène narrative étendue. Kubgal se distingue par sa richesse visuelle et son importance, et il chante véritablement. Parmi ses traits les plus singuliers figurent les fameux tam-tams de roche. Il s'agit de blocs dotés de dépressions naturelles en forme de cupules, qui résonnent comme des cloches lorsqu'ils sont frappés avec de plus petites pierres, appelées percuteurs. Plutôt que d'émettre un simple coup sourd, le rocher produit un véritable son mélodieux, tel le xylophone de la Terre. Ce phénomène réel se retrouve également dans d'autres régions du monde. Ces roches musicales émettent des sons métalliques résonnants, audibles sur plusieurs centaines de mètres. La plupart des roches, frappées, n'émettent aucun son car elles absorbent l'énergie. Certaines, en revanche, généralement les plus dures, présentent une densité et une élasticité suffisantes pour vibrer lorsqu'elles sont heurtées. Dans de nombreuses cultures anciennes, le son ne servait pas uniquement au divertissement. Pour beaucoup, il constituait un pont vers le divin. Ainsi, les chercheurs avancent que ces tam-tams de roche pouvaient être employés lors de cérémonies spirituelles et récemment, des scientifiques ont fait une découverte étonnante qui pourrait résoudre le mystère de Stonehenge. Ils ont trouvé un élément caché au plus profond de l'ADN des pierres de Sarsen, les énormes monolithes présents sur le site. Cette découverte pourrait révéler pourquoi nos ancêtres du néolithique ont conçu et construit cette structure. Depuis des années, les scientifiques se creusent la tête pour savoir d'où viennent les énormes pierres de Sarsen. Pendant longtemps, ils ont cru qu'elles provenaient d'une carrière située à 25 km du site, connue sous le nom de Marlborough Downs. Sur ce site, ils ont trouvé des minéraux similaires à ceux qui composent les pierres de Sarsen. Mais en réalité, les choses sont plus complexes qu'on ne le pensait. Notre compréhension de la construction de Stonehenge est en constante évolution. Les scientifiques doivent littéralement remonter le temps pour percer ces mystères. D'où viennent les pierres? Comment ont-elles été transportées? Pourquoi le site a-t-il été construit? Le site de Stonehenge, situé dans la plaine de Salisbury en Angleterre, est constitué de deux grands types de pierres,
Il y a les pierres de sarcène, très lourdes, et les pierres bleues, plus petites et plus légères. Les pierres de sarcène pèsent chacune environ 25 tonnes. Cela équivaut à 3 éléphants d'Afrique. La pierre de sarcène la plus lourde, appelée Hillstone, pèse à elle seule 30 tonnes. Ensemble, les pierres de sarcène forment le cercle extérieur de la structure. À l'intérieur de ce cercle, vous trouverez les pierres bleues. Leur nom est peut-être un peu trompeur, car elles ne sont pas vraiment bleues. Elles ont une teinte bleutée lorsqu'elles viennent d'être cassées, d'où leur nom. Ces petites pierres proviennent probablement des collines de Presley, dans le sud-ouest du pays de Galles, à environ 240 km de Stonehenge. Elles sont un peu plus légères que les pierres de sarcène, mais restent assez lourdes. La pierre de l'autel, classée parmi les pierres bleues, est la plus lourde d'entre elles, avec un poids d'environ 6 tonnes. Son emplacement d'origine n'est pas encore connu. Pour déterminer l'origine d'une pierre, les scientifiques doivent d'abord étudier sa composition. Pour cela, ils vérifient l'ADN de la roche. Ensuite, ils recoupent la structure de la pierre avec les minéraux présents dans le sol pour voir s'il y a concordance. La plupart des pierres de sarcène que nous voyons dans le sud de l'Angleterre sont en fait constituées d'un type de grès connu sous le nom de silcrète. Il s'agit d'un sable durci par les eaux souterraines pendant des millions d'années. Ce processus est principalement produit au cours d'une période appelée le Paléogène, il y a quelques 65 à 23 millions d'années. Ces pierres de sarcène ne se sont pas formées en une seule grande plaque, mais par parcelles, comme si la nature avait créé de petits jardins de pierres un peu partout. Les scientifiques expliquent que les pierres de sarcène se sont répandues de manière aléatoire, souvent dans des zones isolées. Au fil du temps, nombre d'entre elles ont été enfouies sous des couches d'argile et de craie, ce qui a contribué à leur préservation. Lorsque les bâtisseurs de l'Antiquité se sont mis en quête de matériaux, ces pierres leur ont probablement semblé parfaites pour la construction d'une structure aussi impressionnante que Stonehenge. En fait, on a utilisé des pierres de sarcène dans toutes sortes d'ouvrages, des villas romaines aux églises médiévales en passant par les bordures de routes et les murs de culture. On pourrait dire que ces pierres étaient le matériau de prédilection des bâtisseurs de l'Antiquité et qu'elles ont continué à être populaires même à l'époque moderne. Ce fait a amené les scientifiques à se demander si toutes les pierres de sarcène, utilisées pour construire Stonehenge, ne provenaient pas du même endroit. Ils ont identifié des sites dans tout le Royaume-Uni, dans des régions telles que l'Oxfordshire et le Kent. Après des centaines d'années d'études, les géologues disposent enfin du type de technologie appropriée pour déterminer l'origine des pierres. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il s'agit d'un lieu tenu secret, très éloigné du site. Mais il s'est avéré que les pierres de sarcène proviennent en réalité de West Woods, une forêt située tout près de Stonehenge. Un nouveau facteur est entré en jeu lorsque des fouilles ont mis au jour des trous de pierre, indiquant qu'au moins 6 piliers de pierre bleue avaient été retirés dans les collines de Preseli, sur le site de Waunmain, au cours de la préhistoire. Il y avait là un cercle de pierre, et l'on pense que certaines des roches de Stonehenge ont été récupérées dans ce cercle plus ancien. Si cela est vrai, il se pourrait que Stonehenge fasse partie d'un ensemble beaucoup plus vaste de sites anciens. Si c'est bien le cas, Stonehenge ne serait que la cerise sur le gâteau d'un projet de plus grande envergure. Un peu comme la pièce maîtresse d'un paysage de monuments, de monticules, de cercles de pierre et d'autres choses très impressionnantes. C'est la raison pour laquelle les scientifiques veulent absolument savoir d'où viennent les pierres. Cela pourrait permettre de comprendre pourquoi et comment Stonehenge a été construit. Stonehenge n'est pas apparu du jour au lendemain. Il a été construit en plusieurs étapes sur des centaines d'années. Il ne s'agissait probablement pas de l'œuvre d'une seule personne, mais d'un grand projet communautaire qui a évolué au fil du temps. Chaque génération de bâtisseurs a apporté ses propres idées, créant une structure qui allait durer des siècles. La première étape remonte à environ 3100 ans avant notre ère. Un fossé circulaire a été creusé et quelques pierres bleues ont été installées, formant une sorte d'anneau de départ. Plus tard, ils ont ajouté les pierres de sarcène et ont même surmonté certaines d'entre elles de pierres horizontales afin de former ces fameuses arches que vous voyez aujourd'hui. Ce qu'on appelle les trilithes. Ces bâtisseurs de l'Antiquité avaient bien des défis à relever. Comment déplaçaient-ils les pierres? Une vieille théorie, connue sous le nom de route de glace, suggère que les pierres ont été déplacées sur des chemins naturels et glacés au cours de plusieurs hivers. Ils auraient ainsi simplement fait glisser les pierres jusqu'à Stonehenge. Mais nous parlons là d'une distance de plus de 160 km, c'est donc assez invraisemblable. Quoi qu'il en soit, cette théorie a été démentie, parce qu'il faisait plus chaud à l'époque qu'aujourd'hui. Il y a aussi la théorie de la rivière.
Les pierres auraient été transportées par voie d'eau depuis leur lieu d'extraction jusqu'au site. Mais les pierres de Sarsen sont beaucoup trop lourdes pour cela. Cette théorie a donc également été abandonnée. En clair, personne ne sait comment les pierres ont été déplacées. Les recherches menées à Stonehenge ont dévoilé un autre élément scientifique intéressant. Un récent examen au laser des pierres a révélé les différentes méthodes de travail utilisées et montré que certaines parties du monument étaient plus soigneusement ouvragées que d'autres. En particulier, le côté nord-est et les faces internes des trilithes centraux ont été minutieusement taillés. Pour information, un trilithe est une structure composée de 3 pierres. 2 énormes monolithes sont surmontés d'un troisième qui les relie entre eux. En grec, ce mot signifie simplement « qui a 3 pierres ». Quoi qu'il en soit, la grande question, et la raison pour laquelle Stonehenge est si célèbre, est de savoir pourquoi il a été construit en premier lieu. Les théories vont bon train, et certaines semblent tout droit sorties d'une série de science-fiction. Voici un bref aperçu des idées les plus populaires. Il y a bien sûr la théorie du calendrier solaire. Elle suppose que les pierres sont alignées sur les mouvements du soleil, en particulier lors des solstices d'été et d'hiver. Lors du solstice d'été, le soleil se lève à gauche de la Hillstone, la seule pierre à l'extérieur du cercle principal, éclairant ainsi l'ensemble du monument. Certains disent qu'il s'agit là d'une espèce de calendrier antique permettant de marquer les jours les plus longs et les plus courts de l'année. Certains archéologues pensent que Stonehenge pourrait avoir été un ancien site de guérison. Des morceaux de pierre bleue portent des traces de burin, probablement faites par des gens qui croyaient qu'elles pouvaient guérir des maladies. Selon une théorie, les gens venaient à Stonehenge de tous les coins du pays dans l'espoir d'y trouver un remède à leurs maux. Certains pensent que Stonehenge était un lieu très populaire, un endroit où les gens se rassemblaient. Certaines preuves suggèrent que des communautés très éloignées les unes des autres se retrouvaient à Stonehenge pour des célébrations, des festins et des cérémonies. Un examen des ossements trouvés à proximité montre que les gens parcouraient parfois des centaines de kilomètres pour se rassembler sur ce site. Les gens de l'âge de pierre étaient quand les hommes des cavernes qui grognaient, armés de lances. Vrai ou faux? Absolument faux. Ils vivaient ensemble et formaient une véritable culture, d'après ce que nous avons découvert. En Turquie, des scientifiques ont découvert un mystère vieux de 12 000 ans et il est en train de bouleverser notre histoire. Il s'agit d'un calendrier cosmique très complexe, constitué de temples de pierre géants qui seraient, selon certains, une espèce d'avertissement des étoiles. Je veux parler de Göbekli Tepe. Ce site préhistorique est antérieur à Stonehenge, le très célèbre cercle de pierre, de 6 000 ans. Et il bouleverse notre compréhension de l'émergence et de la prospérité des civilisations de l'âge de pierre. Voici comment cette découverte pourrait modifier notre histoire collective. Vers 10 850 avant notre ère, une énorme comète, ou plutôt un groupe de fragments de comètes, s'est écrasé sur Terre. Le ciel s'est assombri, la température a chuté, les gros animaux ont disparu, et cela a déclenché une mini-période glaciaire qui a duré plus de 1200 ans. Ce qui est maintenant un site portant le nom de Göbekli Tepe était autrefois le foyer d'un groupe d'humains ayant survécu à cet événement catastrophique. Après le désastre, ils ont commencé à prêter une très grande attention au ciel au-dessus d'eux. Dans le but de mieux contrôler le temps, ils ont suivi les mouvements du Soleil, de la Lune, des planètes et des comètes. Cela les a ensuite conduits à construire un énorme calendrier lunisolaire, le premier au monde. En faisant le tour de ce monument classique de l'âge de pierre, vous verriez que tous ces piliers ne sont pas lisses. Certains d'entre eux ont des gravures, comme celui-ci, le principal, qui porte un tas de V dessus. Il y a 365 V, et les scientifiques pensent qu'ils représentent les jours de l'année solaire. L'un d'eux, un V suspendu au cou d'un oiseau, est censé marquer une éclipse solaire. D'autres piliers présentent des animaux dangereux, des renards, des lions, des scorpions, des vautours, qui se tordent et rampent sur les côtés. Contrairement aux sculptures typiques de l'âge de pierre, celles-ci ne représentent pas des animaux comestibles, comme des cerfs ou des moutons. Selon une théorie, ces dessins étaient symboliques. Certains archéologues pensent qu'ils reflètent les peurs et le chaos qui pesaient sur l'esprit des habitants. Une sorte de tentative pour donner collectivement un sens à un monde terrifiant et imprévisible. L'archéologue Daniel Storder a mis en évidence les vautours, affirmant qu'ils représentent les personnes décédées. Dans certaines cultures anciennes, on croyait que les vautours transportaient les âmes des défunts vers l'au-delà.
Elle a relevé des symboles similaires sur d'autres sites anciens de la région. Pour comprendre de quelle manière tout cela est significatif, nous devons plonger plus profondément dans notre enquête sur la fonction réelle de ce site. Göbekli Tepe a été découvert en 1994 par l'archéologue allemand Klaus Schmidt, lorsqu'il a réalisé que cette colline du sud-est de la Turquie n'était pas un simple tumulus néolithique parmi d'autres. Juste au-dessous, son équipe a découvert d'énormes cercles de pierre, soutenus par des piliers pesant jusqu'à 20 tonnes. La datation par radiocarbone fait remonter la construction de ce site à environ 12 000 ans, ce qui en fait la plus ancienne structure cérémonielle jamais découverte. Pensez-y, elle précède les pyramides égyptiennes de plus de 7 000 ans. Cette découverte a fasciné le monde archéologique. À la fin de l'ère glaciaire, les humains étaient censés être des nomades, se nourrissant de plantes et d'animaux sauvages. Ils n'étaient pas censés construire des complexes sacrés, ni développer un art symbolique, et encore moins donner naissance à ce que nous appelons une civilisation. Nous pensons généralement que la civilisation commence avec l'agriculture, puis avec les villages, et ensuite les récoltes. Mais ce site suggère quelque chose de plus surprenant. Les premiers humains se seraient réunis non pas pour cultiver, mais pour vénérer. Schmidt n'a trouvé aucun signe de maison, de foyer, de colonie permanente. Il n'a trouvé que des objets rituels utilisés lors de cérémonies. Cela a conduit les chercheurs à se dire que la pratique spirituelle et communautaire a précédé l'agriculture. Pour construire quelque chose d'aussi grand, il fallait que des centaines de personnes travaillent de concert. Et pour cela, il fallait de la nourriture, une organisation, une structure sociale. En d'autres termes, d'abord, il y a eu le temple, ensuite le village, puis la ferme. Mais Göbekli Tepe ne suscite pas seulement ces débats par son ancienneté. La vraie raison, c'est qu'il est trop en avance sur son époque. Et c'est là que commencent à émerger les théories les plus controversées. Certains chercheurs pensent que les bâtisseurs de Göbekli Tepe n'étaient pas simplement des chasseurs-cueilleurs primitifs qui expérimentaient avec des outils en pierre. Il se peut qu'ils aient été les héritiers d'un savoir ancien, vestige d'une civilisation ayant prospéré avant la fin de la dernière période glaciaire. Cette idée est liée à l'hypothèse de l'impact cosmique du Dryas récent, une théorie selon laquelle une comète aurait frappé la Terre il y a environ 10 850 ans, provoquant un changement climatique soudain et catastrophique. Selon ce point de vue, les survivants de cet événement auraient retransmis leurs connaissances à travers le symbolisme, l'architecture et la tradition orale. Et Göbekli Tepe pourrait être l'une des premières tentatives pour préserver cette mémoire. Si cela est vrai, alors les gravures sur le site, en particulier les symboles d'animaux sur les piliers, ne sont pas seulement décoratifs. Il pourrait s'agir d'un code astronomique, une manière de suivre les constellations et les événements célestes. Mais un pilier pourrait détenir le plus grand secret de tous. On l'appelle la pierre du vautour. Et il fascine les archéologues. Vous y trouverez une étrange combinaison de figures. Un homme sans tête, des oiseaux et un scorpion. Pour un œil non averti, cela pourrait sembler manquer de sens. Mais certains chercheurs croient dis-moi que ce sont des représentations anciennes de constellations, comme celle du scorpion, et que l'homme sans tête symbolise un événement d'extinction massive. Certains soutiennent même qu'il s'agit du plus ancien témoignage connu de l'impact d'une comète, celui qui a déclenché le Dryas récent. Et si vous vous demandez de quelle ancienne civilisation perdue il s'agit, sachez qu'elle porte le nom d'Atlantide, ou de manière plus neutre, civilisation X. Des théoriciens comme Graham Hancock suggèrent que cette culture avancée, détruite dans le chaos de l'impact de la comète, a transmis des fragments de ses connaissances aux survivants dispersés à travers le monde. Dans ce cas, Göbekli Tepe ne fut pas le début de la civilisation, mais son redémarrage. Mais revenons à nos pierres. Le pilier 43 a l'air d'un calendrier céleste au premier abord. Mais lorsque les astronomes ont recréé les configurations célestes encodées dans ces sculptures, ils ont découvert un instantané précis du ciel remontant à plus de 13 000 ans. Il semble montrer une pluie de météores, une inondation, et la fin tragique de l'humanité, l'homme sans tête. Le serpent qui s'élève du sol pourrait même symboliser des vagues de marée ou une destruction venant des profondeurs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le pilier 56 semble représenter le même désastre, la terreur du ciel. Vous voyez des animaux qui fuient, des vagues, du feu tombant du ciel. Un tableau tout à fait saisissant d'une pluie de météores. Mais ce n'est pas tout.
Alors que les piliers 43 et 56 semblent représenter les souvenirs d'une catastrophe passée, le pilier 18 pourrait, lui, être une prédiction. Cette pierre se concentre sur la constellation du Verseau. Si cela vous semble familier, c'est peut-être à cause de l'expression « l'ère du Verseau », qui est l'ère dans laquelle nous vivons actuellement. Certains passionnés vont jusqu'à penser qu'il s'agit d'un avertissement pour nous. Il indiquerait qu'une pluie de météorites similaires viendra frapper la Terre. Et donc vous, moi, nous tous. Voilà qui donne la chair de poule. Et c'est donc le genre de mystère qui rend Göbekli Tepe si captivant. Aujourd'hui, les archéologues savent que ce site faisait partie d'un complexe sacré bien plus vaste qui porte le nom de Taş Tepeler. Un réseau de sites anciens éparpillés à travers la région, chacun avec ses propres secrets et structures, mais reliés entre eux par des motifs communs. En 2019, des fouilles ont commencé sur un site jumeau situé à seulement 64 km de Göbekli Tepe, et connu sous le nom de Karahan Tepe. Et voici la surprise. Certains chercheurs croient que Karahan Tepe pourrait être encore plus ancien. Contrairement à Göbekli Tepe, qui semble avoir été principalement cérémoniel, Karahan Tepe présente des signes de structures domestiques tels que des murs, des outils, et peut-être même des habitations. Et cela change tout. Car que ces sites aient été l'œuvre de chasseurs-cueilleurs hautement sophistiqués ou de survivants portant les fragments d'une civilisation perdue d'avant l'âge de glace, une chose est claire, nos ancêtres ne faisaient pas que survivre. Ils planifiaient, réfléchissaient et prédisaient. Ils étaient bien plus capables, curieux et connectés à l'univers que nous ne le pensions jusqu'à maintenant. Il y a environ 14 000 ans, des bâtisseurs venus d'un autre monde seraient descendus sur Terre. Leur objectif ? Contribuer à l'édification d'un vaste complexe de pierres formé de blocs parfaitement imbriqués. Pour cela, ils auraient employé une technologie très en avance sur leur temps. Et une fois leur tâche accomplie, ils se seraient volatilisés sans laisser la moindre trace. Il ne s'agit pas d'un récit de science-fiction, mais d'une hypothèse avancée pour expliquer le mystère de Pumapunku. Les scientifiques ne la reconnaissent pas officiellement, mais ils ignorent toujours comment, quand et par qui cette structure impressionnante a été construite. Pumapunku est un site intégré à une cité ancienne nommée Tiwanaku, qui se trouve non loin du lac Titicaca, en Bolivie. Tiwanaku occupe une place essentielle dans les traditions incas, car ils considéraient ce lieu comme le point d'origine de la création du monde. Les spécialistes estiment que Pumapunku aurait été édifié vers l'an 536 de notre ère. Les premiers Européens à le découvrir y sont parvenus en 1549 via l'expédition de Pedro Chiesa de León. En son centre se trouve une large plateforme en terrasse, composée de gigantesques blocs de pierre, dont certains atteignent la taille d'un autobus, 8 mètres de long, 5 de large et 1 mètre d'épaisseur. Le plus imposant atteint un poids spectaculaire de 131 tonnes, soit plus que 20 éléphants réunis. Même les éléments plus petits sont comparables à la taille d'un canapé. Les archéologues pensent bon qu'il y avait au moins 5 grands portails, accompagnés de plusieurs autres, plus modestes, probablement inclus dans une structure monumentale. Le site a été construit à partir de 2 roches, le grès rouge et l'andésite, une des plus dures connues sur Terre. Ces blocs en forme de hache s'imbriquent comme les pièces d'un puzzle. Ils paraissent tous identiques, comme issus d'une production industrielle, ce qui semble invraisemblable pour une civilisation ancienne. Comme on l'a souligné, même les plus petits semblent démesurés. Chaque bloc a été sculpté avec des trous et des rainures d'une extrême précision. Les bâtisseurs réussirent à tracer des lignes parfaitement droites, découper des angles identiques, polir des surfaces nettes et percer des trous réguliers. Certains spécialistes pensent qu'ils recouraient à des techniques sophistiquées, bien qu'aucun outil n'ait été retrouvé. Il fallut un millénaire à d'autres pour atteindre une telle précision. Parmi les énigmes les plus déconcertantes figure celle du transport de ces énormes pierres. Le site de Pumapunku se trouve à une altitude vertigineuse de 3840 mètres, dans une région si élevée que même les arbres n'y poussent pas. Les bâtisseurs de l'époque ne disposaient ni de roues, ni de grues, ni d'engins motorisés, et pourtant, ils ont déplacé ces masses colossales sur de longues distances depuis leur carrière d'origine. Certains avancent l'hypothèse de cordage en peau de lama et de rampe, mais la vérité demeure incertaine. La théorie la plus largement retenue attribue ce site monumental à la civilisation Tiwanaku, qui prospéra dans la région entre 500 et 1000 de notre ère.
Le complexe était immense et structuré en plusieurs espaces. Une cour à l'ouest, une vaste zone ouverte au centre, et une cour orientale ceinte de murs de pierre. Autrefois, ce lieu devait offrir un spectacle d'une rare splendeur. Des plaques de métal poli scintillaient au soleil, des tissus éclatants et des céramiques raffinées ornèrent les édifices, tandis que des hommes aux costumes élaborés déambulaient sur la place centrale. Pourtant, une incohérence demeure. Le peuple Tiwanaku n'a laissé aucun témoignage écrit relatant les techniques utilisées pour bâtir Pumapunku. Un tel exploit aurait sans doute laissé quelques indices. Or, il n'en existe aucun. Par ailleurs, le peuple Tiwanaku ne possédait pas les technologies qui auraient permis de tailler et de déplacer d'immenses blocs de pierre avec une telle précision. Les premiers historiens de l'architecture ayant analysé le site de manière rigoureuse ont estimé qu'un simple percuteur en pierre n'aurait jamais permis d'obtenir un tel degré de finesse. Et aucun outil métallique lié à cette construction n'a été mis au jour. C'est pourquoi on a émis l'hypothèse que les bâtisseurs ont pu recourir à des instruments atypiques que les chercheurs modernes n'auraient même pas identifiés comme des outils. Une théorie suggère que ces anciens bâtisseurs auraient pu découvrir un procédé permettant d'assouplir la pierre, la rendant ainsi plus facile à façonner avant qu'elle ne durcisse à nouveau. D'autres supposent qu'ils auraient versé de la roche liquide dans des moules, à l'image du béton que nous utilisons aujourd'hui. Si tel était le cas, cela impliquerait l'existence d'une civilisation avancée en Amérique du Sud, bien plus ancienne que ce que nous pensions. Certains relient même cette idée à la légendaire Atlantide, ou à d'autres civilisations disparues qui auraient atteint un niveau de savoir remarquable, avant d'être anéanties par quelques catastrophes. Les légendes locales racontent que des divinités dotées de pouvoirs surnaturels auraient façonné et soulevé les énormes blocs de pierre. D'autres gens avancent que Pumapunku était si sophistiqué que ses bâtisseurs auraient bénéficié de l'assistance de visiteurs venus du cosmos. Ces découpes d'une précision remarquable et ces pierres massives évoquent des techniques de construction contemporaines. Les partisans de cette thèse affirment également que certaines figures sculptées à Tiwanaku semblent arborer des éléments ressemblant à des casques, ce qui pourrait, selon eux, indiquer une origine extraterrestre. Pour contester cette théorie, des scientifiques de l'Université de Californie, à Los Angeles, ont entrepris de modéliser Pumapunku à l'aide de relevés anciens d'une extrême précision. Ils ont conçu une réplique numérique du site, puis en ont imprimé une version miniature, réduite à 4% de sa taille d'origine. Une fois les pièces imprimées, l'équipe les a triées selon leur taille, forme et motif, comme un gigantesque puzzle. Certains blocs possédaient des rainures spéciales pour accueillir des pinces métalliques, tandis que d'autres comportaient des gravures ornementales. Lorsqu'ils ont achevé la maquette, ils ont découvert qu'un bâtiment présentait un design familier, semblable à celui de deux sites voisins. Ce constat a apporté la preuve que Pumapunku avait été construit par des humains, non par des visiteurs de l'espace. Au fil des siècles, des individus ont dérobé des pierres de Pumapunku et les ont dispersées ailleurs, ce qui a compliqué la tâche des archéologues. Pour pallier cela, l'équipe de l'UCLA a mis en place une archive numérique, permettant aux chercheurs du monde entier d'étudier ce site sans devoir se déplacer jusqu'en Bolivie. Ainsi, il est possible que de nouvelles découvertes viennent éclairer ce mystère. Un autre ouvrage ancien, toujours impressionnant de par sa précision extrême, est le Serapeum de Saqqara, une vaste nécropole construite il y a environ 3000 à 3500 ans. Il fut découvert par hasard en 1850 par le scientifique français Auguste Mariette. À l'intérieur du Sérapéum, ce dernier découvrit un long couloir souterrain. De part et d'autre de ce corridor se dressaient d'immenses salles en pierre, abritant de gigantesques sarcophages faits de granit. Ceux-ci n'étaient pas destinés à des êtres humains, mais aux taureaux sacrés Apis. Ceux-ci étaient vénérés comme des rois, car on les croyait choisis par les dieux. Selon les Égyptiens, ces taureaux étaient les incarnations du dieu Ptah, et possédèrent des pouvoirs magiques destinés à protéger le royaume. Certains de ces sarcophages de pierre pesaient environ 70 tonnes. Ils se distinguaient par leurs angles parfaitement droits et leur surface lisse. Des marques de rouleaux sur le sol, ainsi que des treuils en bois munis de leviers, ont été découverts, témoignant des méthodes employées pour déplacer ces lourdes pierres. Étant donné que les chambres funéraires étaient plus basses que le sol du couloir, les ouvriers les remplissèrent de sable, y roulaient le sarcophage, puis retiraient lentement le sable afin de le faire descendre avec précision à sa place. Une inscription gravée dans le Sérapéum précise qu'il fallait 28 jours pour déplacer une seule de ces lourdes boîtes en pierre. Bien que ces sarcophages fussent destinés à des taureaux, ils étaient nettement surdimensionnés. En effet, les pharaons,
souverains d'Égypte, étaient eux-mêmes enterrés dans de petits cercueils, ce qui rend l'existence de ces énormes sarcophages particulièrement étrange. Reste à élucider la raison pour laquelle le granit, pierre très difficile à travailler, fut préféré au calcaire. Certaines théories suggèrent que ces boîtes en pierre ne servaient pas uniquement de sépulture, mais pourraient avoir fonctionné comme d'anciens générateurs. Les Égyptiens maîtrisaient le processus de fermentation. Si l'on déposait des aliments ou de la viande dans une boîte en granit parfaitement hermétique, la fermentation engendrerait une accumulation de pression à l'intérieur. Le granit renferme du quartz, un cristal capable de produire de l'électricité lorsqu'il est comprimé. Lorsque cette pression augmentait, le couvercle de la boîte pouvait s'ouvrir brusquement, libérant ainsi le gaz accumulé. Des illustrations anciennes découvertes au Sérapéum montrent des pierres empilées sur ces coffres, peut-être destinées à alourdir les couvercles afin d'augmenter la production électrique. Des millénaires plus tard, les explorateurs qui ouvrirent ces boîtes ne trouvèrent que des ossements de taureaux, sans doute parce que toute matière organique avait disparu avec le temps. Encore aujourd'hui, les chercheurs demeurent incertains quant à la véritable fonction de ces gigantesques coffres de pierre, laissant ainsi le mystère entier. De nombreux mythes entourent ce qui est sans doute la plus grande structure jamais érigée par l'homme, la Grande Muraille de Chine. Certains affirment qu'elle est si vaste qu'elle serait visible depuis l'espace. D'autres prétendent qu'on peut l'apercevoir d'aussi loin que la Lune. D'autres théories suggèrent que les bâtisseurs de la muraille seraient restés à l'intérieur. Désolé de te décevoir, mais toutes ces histoires épatantes ne sont rien d'autre que des mythes. Mais même si ces légendes ont été démenties, la Grande Muraille de Chine demeure une structure impressionnante et à couper le souffle. Alors, laisse-nous te raconter sa véritable histoire. Aujourd'hui, la Chine est l'un des pays les plus peuplés du monde, avec 1,4 milliard d'habitants. C'est aussi l'une des nations les plus anciennes au monde. Elle présente 3500 ans d'histoire, écrite ininterrompue. Mais la civilisation existait bien avant cela. Selon une théorie, alors que le continent européen par exemple, a probablement été colonisé par des humains venus d'Afrique, la Chine n'aurait pas été peuplée par des nomades venus d'ailleurs. Certains estiment que la civilisation chinoise se serait formée à partir des populations locales de l'âge de pierre, qui vivaient sur ce territoire depuis la préhistoire. Parlons maintenant de la Grande Muraille de Chine. Elle était vraiment très grande, même selon les critères actuels, puisqu'elle s'étend sur plus de 2000 km. Pour mieux visualiser cela, c'est presque 5 fois la distance entre New York et Los Angeles. Voire même un peu plus que la distance entre le pôle Nord et le pôle Sud. Même à l'époque moderne, on n'a jamais construit quelque chose d'aussi grand. Bien sûr, la Grande Muraille de Chine ne s'est pas faite en un jour, 2 peut-être, tu peux continuer à compter. À vrai dire, la construction de la muraille aura duré des siècles. Tu sais sûrement que les cités anciennes étaient entourées d'enceintes pour se protéger des envahisseurs. Et oui, les villes chinoises en avaient aussi. C'est le premier empereur chinois qui a unifié le pays en 220 avant notre ère, et a eu cette idée brillante mais par trop ambitieuse. Convertir tous les murs de ces villes en une seule grande muraille qui défendrait la frontière du pays contre les attaques venant du nord. Un général de confiance dirigeait la construction, enrôlant un immense groupe d'ouvriers, soldats, roturiers et condamnés en tout genre. À l'époque, la muraille fut construite en terre battue et en bois. À certains endroits stratégiques, les sections du mur se chevauchaient pour assurer une sécurité maximale. Ces murs mesuraient en moyenne 8 mètres de haut. Mais la Grande Muraille ne ressemblait pas encore à la construction que nous connaissons aujourd'hui. Chaque empereur successif reprenait le projet de la Grande Muraille, la renforçant et l'étendant, la réparant, mais modernisant également ses techniques de construction. Certains utilisaient des briques, d'autres des blocs de granit et de marbre. Les tours de guet et les plateformes n'existaient pas non plus à l'origine. Elles furent ajoutées par les empereurs Ming. Ces tours permettaient de communiquer avec les autres sections de la muraille par des messages de fumée. Celle-ci est donc assez hétéroclite en termes de matériaux, mais cela ne fait qu'ajouter au charme de la construction et montre le temps et les efforts qu'elle a nécessités. Si certaines parties de la muraille sont restées debout pendant des siècles et sont toujours en bon état, c'est en partie dû à la farine de riz gluant. Il s'avère que ce mortier fait de riz est comparable à du ciment. Il est aussi solide qu'imperméable, scellant les briques si étroitement que même les mauvaises herbes sont incapables d'y pousser. On peut également remarquer que certaines briques portent des inscriptions gravées.
Elles y ont été laissées par les ouvriers qui ont construit la muraille. Ces inscriptions avaient pour but de garantir la qualité de l'ouvrage. Elles recèlent des informations telles que l'emplacement, la quantité et le nom des responsables du projet. Ainsi, en cas de défaut, lié à la qualité des matériaux ou de la construction elle-même, on savait qui était à blâmer. Récemment, un groupe de chercheurs a examiné des documents historiques officiels de la dynastie Ming, qui a régné sur la Chine du XIVe au XVIIe siècle. Ils sont tombés sur des documents faisant état de portes cachées dans la Grande Muraille, et ils ont donc décidé de les retrouver. On a eu recours à un drone volant pour prendre en continu des photos de la muraille avec une résolution de l'ordre du centimètre. Les chercheurs ont ainsi photographié 90% de la muraille construite sous la dynastie Ming et ont découvert les vestiges de plus de 220 portes secrètes le long du mur d'enceinte. Certaines d'entre elles avaient une largeur et une hauteur spécifiques qui ne permettent qu'à une seule personne de les passer. D'autres étaient assez grandes pour permettre à 2 chevaux de les franchir en même temps. Pourquoi ces portes se trouvent-elles là? L'objectif principal de la Grande Muraille était de protéger le pays de l'envahisseur. L'édification de portes permettant à l'ennemi de pénétrer en Chine remettrait donc en cause la raison d'être du mur. Ces portes étaient donc des passages secrets. Elles correspondaient parfaitement à la topographie environnante, et l'ouverture extérieure était camouflée par des briques, de sorte qu'il était presque impossible de la distinguer de l'ensemble du mur. Mais la muraille ne remplissait pas seulement une fonction défensive, et elle n'a jamais été complètement close. Elle pouvait être ouverte sur demande. Cette structure était aussi utilisée pour les échanges et le commerce. La communication entre l'intérieur et l'extérieur et, bien sûr, pour la protection et l'espionnage. Certaines portes étaient utilisées pour le commerce avec les pays frontaliers. Et par des portes plus petites, une personne se faufilait pour espionner l'ennemi qui vivait de l'autre côté. Ces portes secrètes étaient également utiles en cas d'attaque soudaine. Comme on s'en souviendra, certaines d'entre elles étaient camouflées au moyen de briques à l'extérieur. La sortie était tellement indiscernable que l'ennemi n'avait aucune idée de l'endroit exact où elle pouvait se trouver. Pour les soldats chinois, l'entrée à l'intérieur était creuse. Ils pouvaient ainsi traverser le mur et briser la porte de sortie camouflée, lançant ainsi leur attaque surprise. Même si l'objectif principal était d'empêcher les étrangers de pénétrer dans l'Empire, la muraille n'était pas très efficace à cet égard. On pouvait toujours l'escalader ou la contourner. Elle était donc surveillée en permanence, et les gardes envoyaient des signaux aux troupes s'ils voyaient l'ennemi s'approcher. En outre, ce mur donnait davantage de temps pour mobiliser et renforcer les armées chinoises, ou pour attirer les troupes ennemies dans une position stratégique difficile. La construction s'est arrêtée à la fin du XIXe siècle, le mur ayant perdu son importance stratégique et militaire en raison des progrès technologiques. Au fil des siècles et jusqu'à aujourd'hui, seuls 8% de la Grande Muraille sont encore en bon état, le reste étant endommagé. En outre, environ un tiers de la muraille a disparu sans laisser de traces, en raison de l'érosion naturelle et des dégâts causés par l'homme. On peut donc dire qu'il ne s'agit plus que d'un joli vestige. Comme on s'en souviendra, les premières parties du mur ont été construites en pisé et en bois. Ce ne sont pas les matériaux les plus durables à l'échelle de plusieurs millénaires. En outre, les méthodes agricoles modernes destructrices ont transformé de vastes zones en désert et ont contribué à son érosion. Par ailleurs, de nombreuses briques ont été retirées du mur au siècle dernier pour être utilisées dans la construction de fermes et de maisons. Aujourd'hui encore, la muraille est déconstruite pierre après pierre. Mais cette fois, par les touristes. Bon nombre d'entre eux en emportent une en guise de souvenir. Cela fait beaucoup de pierres, sachant que plus de 10 millions de touristes visitent la Grande Muraille chaque année. Depuis 1987, la muraille est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui souligne son importance exceptionnelle pour l'humanité. La muraille est l'un des 56 sites chinois inscrits au patrimoine mondial, ce qui la place au second rang des pays dont les sites sont protégés par l'UNESCO. Qui est le premier, te demandes-tu? La première place, avec 58 sites inscrits patrimoine, revient à l'Italie. Et sais-tu que la muraille n'est pas seulement une célèbre attraction touristique, mais aussi le lieu du marathon de la Grande Muraille? Ce marathon, créé en 1999, est l'un des plus difficiles au monde. Tu l'auras deviné, les participants courent le long de la muraille.
Ce n'est pas le décor de Dune, mais une véritable cité désertique située au Niger. Djado a sans doute été édifié par le peuple nomade des Sao et regorge de Ksar, des maisons fortifiées de faites de sel et d'argile, dotées de murs imposants et de passages secrets. Perchée au cœur du désert, elle constituait autrefois une étape essentielle pour les caravanes transsahariennes, mais elle essaie désormais un repère pour les contrebandiers et les bandits. L'accès y est interdit depuis 2002 en raison de sa dangerosité. Et l'origine des Ksar demeure nimbée de mystères. Aucune étude archéologique n'a été menée, laissant de nombreuses questions sans réponse. Même aujourd'hui, les sables changeants révèlent et dissimulent des parties de ces anciennes ruines, alimentant les spéculations sur ce qui pourrait encore être caché sous le désert. En parlant de structures enfouies, les chercheurs ont été stupéfaits par la découverte de tubes de lave en Arabie Saoudite. Ces passages souterrains se forment lorsque la lave en fusion refroidit. Les chercheurs pensent que d'anciens nomades ont pu utiliser ces tunnels pour survivre aux conditions désertiques extrêmes. Lors de leur excavation, les archéologues ont mis au jour des artefacts, des peintures rupestres et des restes squelettiques. L'art et les ossements d'animaux suggèrent que les personnes ayant utilisé ces tunnels étaient probablement des bergers. On tente encore de déterminer si ces groupes y résidaient sur de longues périodes, ou si les tunnels ne servaient que de refuge temporaire. La pyramide de Khéops se dresse depuis des millénaires, mais elle continue de receler des secrets. Grâce à une technologie de balayage avancée, les scientifiques ont découvert 2 structures cachées sous un ancien site funéraire. La première forme une structure peu profonde en elle, tandis qu'en dessous se trouve un espace bien plus vaste, qui pourrait être un lieu de sépulture ou une chambre. La structure plus petite a été délibérément remplie de sable, tandis que la plus profonde pourrait être une chambre vide. On estime que les 2 sont reliés, peut-être par un passage menant à une chambre secrète. Cette découverte est d'importance capitale, car elle pourrait nous offrir de nouvelles perspectives sur les bâtisseurs des pyramides et leurs motivations. Le monde est riche en écrits anciens, mais certains messages demeurent impénétrables, à l'instar du mystère de la tablette de Bachplémy. Cette pierre énigmatique, extraite d'un lac en Géorgie, est recouverte de symboles que personne n'arrive à déchiffrer. Malgré les progrès technologiques, les experts restent totalement déconcertés. Cette tablette, de la taille d'un livre, comporte 60 symboles gravés avec soin sur sa surface. Mais 39 d'entre eux ne correspondent à aucune langue connue. Certains de ces symboles ressemblent à ceux des civilisations anciennes du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Égypte, mais aucun n'est parfaitement identique. Pour compliquer davantage les choses, une partie de la tablette est brisée, laissant un fragment irrémédiablement perdu. Pour exclure toute supercherie, les scientifiques ont minutieusement examiné la tablette. Ils ont confirmé qu'elle était constituée de basalte vacuolaire, une roche locale d'une grande dureté. Quiconque a sculpté ces symboles devait posséder une grande expertise. Sur la base de découvertes archéologiques similaires, les spécialistes estiment que la tablette pourrait dater de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer. Certains symboles se répètent, ce qui pourrait indiquer qu'ils représentent des chiffres. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un inventaire, d'un registre de bataille ou même d'une offrande aux dieux. Tant que le code n'aura pas été décrypté, la tablette de Bachplémy restera un mystère insondable des profondeurs de l'histoire. Les experts sont toujours déconcertés par la signification de ce disque minoen. Le disque de Phaistos est l'une des découvertes les plus mystérieuses de la civilisation minoenne. Cet objet en argile de 15 cm, découvert en 1908, comporte des marques en spirale étranges que personne n'a encore complètement décodées. Le disque comporte 240 et un symboles des 2 côtés, représentant tout, des humains et des animaux aux outils et aux plantes. On a proposé de nombreuses théories sur la signification de ces symboles. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme archaïque de grec, d'autres y voient une prière ou un hymne, et certains croient même que cela pourrait être une lettre d'un roi d'Anatolie adressée à un souverain grec. Voyons qui sera le premier à résoudre ce mystère. C'est toujours une journée palpitante pour un archéologue lorsqu'il découvre quelque chose d'aussi impressionnant qu'une tête en marbre vieille de 2000 ans. Une mission archéologique française a entrepris des fouilles dans une vieille maison médiévale proche d'Alexandrie, en Égypte, et a mis au jour la tête d'une statue représentant un vieil homme, probablement malade.
Cette statue date de la dernière dynastie égyptienne avant l'annexion de l'Égypte par l'Empire romain, et le site de sa découverte est lié à des figures historiques comme Cléopâtre et Marc-Antoine. Pour les archéologues, même les plus petites trouvailles sur ce site revêtent une grande importance. Vous avez sûrement entendu parler de Lucy, l'Australopithèque, un ancêtre précoce des humains? Eh bien, des scientifiques ont retrouvé des empreintes de son espèce quelque part en Tanzanie. Les empreintes de l'étolie, comme on les appelle, ont plus de 3 millions d'années. La piste s'étire sur 27 mètres et comprend environ 70 empreintes, laissées par un groupe d'humains primitifs ayant traversé des cendres volcaniques humides. Ce qui est fascinant, c'est que ces premiers humains marchaient déjà sur 2 pieds, comme nous, sans être courbés comme des singes. L'espacement rapproché des empreintes montre qu'ils avaient probablement des jambes et une foulée plus courte que la nôtre aujourd'hui. Dans un ancien temple égyptien, des archéologues ont découvert un sanctuaire d'apparence banale. Un lieu dédié aux faucons et à 2 divinités. L'une d'elles avait une tête de faucon, tandis que l'autre portait une couronne ornée d'un disque solaire et des cornes de vache. Mais la découverte la plus intrigante était une inscription qui disait « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici ». Au centre du sanctuaire, 15 faucons sans tête étaient soigneusement disposés sur un piédestal, probablement en offrande à la divinité analogue. Une théorie avance que les oiseaux ont d'abord été bouillis, peut-être pour retirer leurs plumes, avant d'être placés dans le sanctuaire, conformément à la règle étrange gravée dans la pierre. Les archéologues ont également retrouvé à proximité un harpon en fer de 33 cm. Sa fonction exacte reste inconnue, bien que le sanctuaire contienne également des restes de poissons, de mammifères et d'œufs d'oiseaux, ce qui suggère que les rituels incluaient peut-être des festins. Et parlant de l'Égypte antique, voici Hathor. Les scientifiques l'ont nommé d'après la déesse égyptienne de la maternité, de la musique et du chant. Cette statue en bois, exposée au Metropolitan Museum of Art de New York, était vue comme un simple objet décoratif jusqu'à ce qu'un secret surprenant soit révélé. En utilisant une machine à rayons X, les experts ont découvert un mécanisme à l'intérieur, avec des poulies et des axes reliant son épaule à sa jambe gauche. Lorsqu'il est activé, le système permet à sa main de monter et de descendre. Une véritable prouesse d'ingénierie vieille de plus de 3000 ans. Cette statue a été façonnée durant le Moyen Empire égyptien, vers 1800 avant notre ère, et est souvent comparée aux automates du 19e siècle, en raison de sa conception avancée. Il est probable que la statue ait été utilisée lors de cérémonies religieuses, symbolisant le rôle d'Hathor dans les arts. Les traits d'Hathor sont finement peints et accentués de feuilles d'or, ce qui laisse à penser que les Égyptiens possédaient une compréhension précoce de l'automatisation et de l'ingénierie mécanique. La fonction de la statue pourrait être liée à des rituels dans les temples où la musique et la danse occupèrent une place centrale dans les cultes. Une découverte inattendue a eu lieu dans le nord du Koweït, où une équipe polono-koweïtienne a déterré une statue mystérieuse vieille de 7500 ans. Cette statue présente un crâne allongé, sans bouche, des yeux étroits et un nez aplati. Elle est qualifiée de figurine ophidienne, nommée d'après le grec pour serpent, et elle aurait été fabriquée par la culture obéide, une civilisation réputée pour son savoir-faire en poterie. Bien que le rôle exact de cette étrange statue reste inconnu, il est possible qu'elle ait été liée à des rituels ou à des pratiques symboliques. Certains scientifiques estiment que ces figurines, retrouvées dans des maisons ou des lieux de sépulture, étaient associées à des croyances culturelles importantes. Comme nous ne pouvions pas aborder les mystères irrésolus de ce monde sans mentionner ces crânes allongés. Dans le désert péruvien, des chercheurs ont mis au jour 5 squelettes anciens, dont 2 présentaient des crânes allongés de façon artificielle. Bien que la déformation crânienne ait été courante dans diverses cultures, ces crânes échappent à toute explication. Les légendes locales évoquent les gentils, une mystérieuse race bannie sous terre par les dieux. Certains affirment que ces crânes représenteraient cette race. La Grande Pyramide a été créée comme lieu de repos éternel pour le monarque égyptien antique Khéops. Selon la légende, Napoléon est entré dans la Grande Pyramide et en est ressorti secoué et très pâle.
Il n'a jamais révélé ce qu'il a vu à l'intérieur, mais quoi que ce fût, on dit que cela l'a affecté pour le reste de sa vie. Lorsque Napoléon est entré dans la pyramide, il aurait traversé un passage très étroit et ascendant. Il aurait ensuite traversé un autre couloir appelé la Grande Chambre. Ce couloir aurait été beaucoup plus haut que le précédent et aurait également été pavé. Il aurait ensuite atteint la chambre du roi, la pièce maîtresse de la Grande Pyramide, qui était bordée d'énormes blocs de granit. Mais elle n'aurait pas eu l'air aussi grandiose que nous pouvons l'imaginer. Aucun hiéroglyphe ne décore ces murs, car les Égyptiens n'ont commencé à décorer les chambres funéraires des pyramides que bien plus tard. Les tombes des pharaons au cœur de la pyramide auraient aussi été remplies de trésors, des pièces en or, aux bijoux les plus précieux du monde. Mais tout cela aurait été pillé il y a bien longtemps. La seule chose qui serait probablement restée à l'intérieur aurait été un énorme sarcophage qui aurait autrefois contenu la momie du roi. Il serait aussi passé devant la chambre de la reine. Mais cette pièce n'a probablement pas accueilli de reine, car les pyramides n'étaient généralement construites que pour une seule personne. Des tunnels mystérieux partent de là. À ce jour, personne ne sait vraiment à quoi ils servent. Et ce n'est pas la seule chose mystérieuse et effrayante que Napoléon ait pu rencontrer, car les histoires de pharaons laissant des malédictions anciennes sur les pyramides sont légion. De nombreuses pyramides portaient des avertissements écrits à l'extérieur racontant les choses horribles qui arriveraient à ceux qui entreraient et troubleraient la paix des lieux. Nous ne savons peut-être pas ce que Napoléon a trouvé exactement dans la grande pyramide qui l'a tant effrayé, mais nous savons avec certitude ce qui a été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Toutankhamon était un pharaon égyptien qui n'avait que 8 ou 9 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Il est devenu un phénomène culturel lorsque sa tombe a été découverte presque entièrement intacte en 1922. Son tombeau se trouve dans la vallée des rois à Thèbes, l'actuel Luxor, qui se trouve en Égypte. Contrairement à la Grande Pyramide, le tombeau de Toutankhamon était couvert de magnifiques décorations murales. Les murs racontaient l'histoire de son voyage vers l'au-delà à travers les enfers. Les Égyptiens croyaient que chacun devait accomplir ce voyage, alors ils remplissaient les tombes d'objets et de peintures pour aider les morts à y parvenir. Il y aurait aussi eu des sortilèges peints sur les murs. Ils pensaient que cela aiderait les gens à passer dans le royaume suivant. Ce voyage serait assez long, c'est pourquoi les anciens Égyptiens remplissaient aussi les pyramides de nourriture. La pyramide de Toutankhamon était remplie de 8 paniers de fruits. On y a même trouvé des fruits de palmier doum. Les pièces étaient remplies de meubles, de statues, de vêtements et de bâtons, parmi tout un tas d'autres choses. On aurait probablement trouvé aussi beaucoup de vêtements et de bijoux coûteux dans les pyramides. Les anciens Égyptiens voulaient que leurs ancêtres voyagent avec style dans l'au-delà. Ils ont placé Toutankhamon dans sa dernière demeure avec plus de 50 pièces d'habillement, toutes de la plus haute qualité. Il y avait des tuniques, des foulards, des gants et des coiffes, et une tonne de bijoux, ainsi que des bracelets, des pendentifs, des colliers, des bagues et des scarabées pour le protéger. Chacun d'entre eux était fait d'or ou de pierres précieuses. Il y avait aussi des éventails en plumes d'autruche pour garder le jeune pharaon au frais sous le chaud soleil égyptien. Mais la température à l'intérieur des pyramides n'a jamais vraiment dépassé les 20 degrés Celsius. Les anciens Égyptiens ont mis au point un système de climatisation très sophistiqué que nous ne comprenons pas encore complètement aujourd'hui. La pyramide de Toutankhamon contenait aussi 130 bâtons de marche en ébène, ivoire, argent et or pour l'aider dans son voyage. Il y avait 3 chars cachés au cas où il se fatiguerait de toute cette marche. 11 pagaies de bateaux ont également été placés à l'intérieur, mais il n'y avait aucune trace d'une quelconque embarcation. Les pyramides auraient été jonchées des senteurs et des parfums préférés du pharaon. Pendant les fouilles du tombeau de Toutankhamon, il est rapidement apparu qu'elle avait été en partie dévalisée pendant l'Antiquité. Les portes avaient été endommagées et des traces d'huile avaient été laissées dans des bocaux vides. Il semble que quelqu'un ait fait un raid sur la pyramide pour récupérer l'or, les parfums et les huiles qui avaient été laissés pour le roi Tout. Il restait encore un peu de parfum fait d'huile de noix de coco et d'encens dans un flacon. Il semble que le pharaon Toutankhamon aimait les jeux de société. Il y avait un plateau en ivoire de jeux de scénettes dans sa pyramide. Bien que nous ne sachions pas exactement comment y jouer, nous avons compris qu'il s'agissait d'une sorte de version égyptienne du backgammon. Il semble que c'était un jeu à 2 joueurs où le but était d'éjecter son adversaire du plateau. Reste à savoir contre qui pouvait bien jouer la momie de Toutankhamon. Les anciens Égyptiens avaient certains rituels qui peuvent nous sembler assez étranges.
Par exemple, ils avaient l'habitude de se raser les sourcils si jamais ils perdaient un chat. Il n'est donc pas trop surprenant qu'ils aient mis des choses vraiment bizarres à l'intérieur des pyramides. Les archéologues ont découvert une collection de chats momifiés et de scarabées dans des pyramides datant de plus de 4000 ans. Ils ont été trouvés dans les pyramides de Saqqara qui se trouvent au sud du Caire. Ils ont aussi trouvé du matériel de maquillage et des miroirs à l'intérieur. Le maquillage était porté fièrement par les hommes et les femmes à l'époque de l'Égypte ancienne. L'eyeliner était le produit cosmétique le plus populaire. La pierre de Rosette est l'une des découvertes les plus significatives jamais faites dans les pyramides. Elle a été trouvée par l'armée de Napoléon Bonaparte. C'est une pierre de granit noir qui date de 196 ans avant Jésus-Christ. Elle est transcrite en grec, en démotique et en hiéroglyphique. Lorsqu'elle a été traduite en 1822, nous avons obtenu la clé pour comprendre les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne pour la toute première fois. La découverte de la momie de la reine Hatshepsut en 1903 a changé à jamais notre compréhension des anciens Égyptiens. Après son décès, son successeur Thoutmôsis III a supprimé la plupart des preuves de son règne, si bien que nous ne savions pratiquement rien de l'une des premières grandes dirigeantes d'Égypte. Elle est maintenant devenue l'une des rares et des plus célèbres pharaons. Le pharaon Khéops avait un bateau entier dans sa pyramide. Les archéologues ont découvert plus de 1200 morceaux d'un bateau géant près de la grande pyramide de Gizeh. Ils ont réassemblé le bateau et il fait une longueur impressionnante de 43 mètres. Il s'agit très probablement d'un bateau solaire qui a été conçu pour transporter le roi ressuscité auprès de la divinité Ra. Fait amusant, la pyramide de Gizeh est la dernière des 7 merveilles du monde antique. Les 6 autres sont les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, le temple d'Artémis, le mausolée d'Halicarnasse, le phare d'Alexandrie et la statue de Zeus à Olympie. Cette pyramide a également été la structure artificielle la plus haute du monde pendant 3800 ans. Pour ériger la plus grande pyramide d'Égypte, il a fallu un nombre stupéfiant de 2,3 millions de blocs de calcaire, dont certains pesaient jusqu'à 80 tonnes. Il aura fallu aussi 100 000 ouvriers et 23 ans pour la construire. Sa hauteur originale était de 147 mètres. En 2017, les archéologues ont découvert quelque chose d'étrange à propos de la Grande Pyramide d'Égypte. Il y a un vide caché d'au moins 30 mètres de long et personne ne sait vraiment pourquoi il est là, ni ce qu'il contient réellement. Ce vide étrange est la première structure intérieure découverte dans la pyramide de 4500 ans depuis les années 1800. Les scientifiques ont utilisé des rayons cosmiques pour détecter le trou massif, mais ne sont toujours pas plus près aujourd'hui de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Les anciens Égyptiens ont pris beaucoup de soin à construire les pyramides et tout était placé stratégiquement et structurellement solide. Il est donc improbable que ce trou soit dû à la chute de blocs au fil du temps. De nombreuses pyramides contenaient également de petites figurines modèles appelées Ushbeti. Elles représentaient des assistants. Ils croyaient qu'ils prendraient vie pour servir les pharaons dans l'au-delà. Mais il est fascinant de constater que toutes ces choses aient pu tenir à l'intérieur. Il n'y a pas tellement d'espace à l'intérieur des structures. Nous sommes en 1923. 2 adolescents se faufilent hors de chez eux au milieu de la nuit à Florida City. Selon la rumeur, un homme construisait tout seul un château de pierre. Mais chaque fois que quelqu'un essayait de voir ce que l'homme faisait, il s'arrêtait de travailler. Les adolescents, curieux, ont réussi à pénétrer dans le jardin d'Ed et ont vu quelque chose qu'ils ont plus tard décrit comme véritablement magique. Ils ont vu des pierres flotter comme des ballons à l'hélium. L'homme était capable de déplacer jusqu'à 30 tonnes sans l'aide de personne pour bâtir son château. Nul n'était autorisé à le voir travailler, mais il parlait fièrement de son projet dans toute la ville. Et quand les gens lui demandaient comment il faisait pour construire un château de pierre de ses propres mains, il répondait simplement « J'ai percé le secret des pyramides ». Cette histoire commence en Lettonie, le pays d'origine d'Edward Lidskalnin. Edward est né dans un petit village le 12 janvier 1887. Il a grandi dans une famille de maçons, ce qui explique sans doute sa connaissance des techniques de construction anciennes. Cependant, c'était un enfant maladif et il était incapable de porter de lourdes charges ou de pratiquer une activité physique intense. Un revers de fortune a décidé du destin d'Edward lorsqu'il avait 26 ans. L'amour de sa vie a rompu leurs fiançailles et Ed, le cœur brisé, a décidé de déménager aux États-Unis. Il a vécu dans divers États américains avant de finalement s'installer en Floride où son aventure a commencé.
Ed a passé des années à chercher une terre où construire la maison de ses rêves. Les bonnes terres agricoles ne l'intéressaient pas. Lorsque les gens lui demandaient pourquoi, il ne répondait que par un sourire. Finalement, il s'est décidé pour un terrain et l'a acheté contre les recommandations de ses plus proches amis. Le sol était rocheux et par conséquent incultivable. Mais il était parfait pour ce qu'il cherchait à faire. Les amis d'Ed le décrivaient souvent comme quelqu'un d'excentrique. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il voulait construire une maison, il se contentait de répondre « C'est pour l'amour de mes 16 ans. Un jour, elle reviendra. » Puis il changeait de sujet de conversation. Il a fallu environ 30 ans à Ed pour terminer le château de corail et il a tout fait tout seul. Il ne travaillait que la nuit et ne laissait jamais personne voir ce qu'il faisait. Le château de corail est un ouvrage rempli de mystères. Si tu voulais visiter le site à l'époque, tu devais passer par une porte tournante de 9 tonnes et de 2 mètres de haut que même un enfant pouvait pousser avec qu'un seul doigt. Ed était si fier de sa porte qu'il a initialement nommé son site le parc à la porte de pierre. Il n'a été rebaptisé château de corail que bien plus tard, après le décès d'Edward. Une fois à l'intérieur, les visiteurs peuvent admirer les incroyables merveilles de construction d'Edward Lidskalnin. Des tours, des symboles mystiques, des meubles et des balançoires, tout entièrement fait de blocs de pierre monolithiques. Les pierres sont posées les unes sur les autres et ne tiennent ensemble que par leur propre poids. Et crois-le ou non, le parc compte environ 1100 tonnes de pierre. Aujourd'hui, si tu visites la maison d'Ed, tu pourras même voir les instruments élémentaires qu'il utilisait pour travailler. Burin, marteau, cordes et poulies. Mais ces réalisations semblent difficilement imaginables avec des équipements modernes. Sans eux, elles semblent impossibles. L'énigme du château de corail réside dans sa construction même et les techniques utilisées. Sur la seule photo d'Ed Lidskalnin au travail, nous voyons une structure à levier simple composée d'un palan à chaîne attaché à un trépied de bois. Le trépied était fait de vieux poteaux téléphoniques surmontés d'un caisson en bois. Ce qu'il y avait dans le caisson demeure bien sûr un mystère. Malheureusement, il a emporté ses secrets avec lui, n'ayant jamais dévoilé la vérité de son travail à quiconque. Mais nous en saurons peut-être davantage un jour, car plusieurs personnes ont émis des théories et continuent encore aujourd'hui de spéculer sur les techniques employées. Selon l'une de ces théories, il existerait un réseau harmonique dans la couche superficielle de la Terre et donc des zones d'antigravité en certains points du globe. On pense que le château de corail aurait été construit sur une de ces zones. Cela pourrait expliquer pourquoi Ed a mis si longtemps à trouver le terrain qui lui convenait. Peut-être cherchait-il un site qui lui permettrait d'exploiter ses forces antigravitationnelles. Mais chaque fois qu'Ed parlait de son travail, il disait simplement qu'il avait tout compris des lois relatives au poids et aux effets de levier et qu'il avait percé le secret des pyramides. Mais de quel secret s'agissait-il, te demandes-tu peut-être ? D'après Ed lui-même, tout reposait dans le magnétisme. Il a même publié un texte intitulé « Le courant magnétique ». Il y explique que toute chose contient des particules magnétiques, il ne reste qu'à découvrir où elles se trouvent exactement à l'intérieur de tel ou tel objet. Et ainsi, les objets peuvent être soulevés et déplacés sans presque aucun effort. Un peu comme on déplace quelque chose de lourd sous l'eau. Les scientifiques disent que si nous supposons qu'Ed Lidskalnin et les bâtisseurs de pyramides ont utilisé la même technique, il n'aurait fallu qu'environ 4700 ouvriers pour construire la grande pyramide de Gizeh, au lieu des 20 à 100 000 estimés habituellement. Mais cette histoire recèle encore de nombreux mystères. À la fin des années 1920, Ed terminait la construction de son château de corail à Florida City. Des rumeurs sur son travail s'étaient répandues dans toute la ville. Les gens disaient qu'Ed cachait de l'argent quelque part dans sa maison. Une nuit, un groupe d'hommes a attendu qu'Ed se trouve seul pour s'introduire dans le château et le cambrioler. Ils n'ont pas trouvé d'argent et n'ont heureusement pas fait de mal à Ed. Mais les jours suivants, celui-ci a décidé qu'il valait mieux qu'il quitte ces terres. Bien sûr, il n'a pas emporté que sa brosse à dents avec lui. Il a décidé de déplacer l'ensemble du château de corail sur un autre site, à 10 km de l'endroit où il avait bâti son parc. La légende raconte qu'Ed aurait engagé un chauffeur de camion en exigeant qu'il garde le secret sur ce qu'il avait l'intention de faire. Il lui a demandé de regarder ailleurs pendant qu'il chargeait le camion tout seul, déplaçant toutes les pierres sans aucune aide.
Une fois le camion rempli, Ed est allé installer son château à Homestead, en Floride, où le parc se trouve encore aujourd'hui. En 1986, on a envoyé une équipe d'ingénieurs de l'Université de Floride pour tenter de réparer la porte d'entrée du parc, ce portail tournant de 9 tonnes dont Ed était si fier. Ils s'y sont rendus munis des équipements les plus modernes, parmi lesquels une grue de 20 tonnes. Lorsque les ingénieurs ont démonté la porte, ils ont remarqué qu'Ed avait placé une étrange pierre circulaire au-dessous. Les ingénieurs ne comprenaient pas comment cette pierre de la taille d'un frisbee pouvait soutenir un poids de 9 tonnes sans être immédiatement réduite en miettes. Ils ont envoyé la pierre au département de géologie de l'Université de Floride, mais les géologues l'ont simplement renvoyée en affirmant qu'ils ne savaient pas d'où elle pouvait provenir. Rien dans leur base de données ne pouvait les renseigner sur son origine. Les ingénieurs ont remis la porte de 9 tonnes en place en essayant d'utiliser d'autres techniques. Au début, cela ne fonctionnait pas sans la base qu'Ed avait utilisée. Ils ont donc dû couper directement dans la pierre pour que la porte puisse à nouveau tourner, prouvant du même coup qu'aucune technologie moderne ne pouvait reproduire ce qu'Ed avait fait tout seul. Avance rapide jusqu'en 2011. Un homme a prétendu avoir percé le mystère des bâtisseurs de pyramides et d'Ed Litzkalnin lui-même. Wally Wallington, un ouvrier du bâtiment à la retraite du comté de Lapeer dans le Michigan, a réussi à construire quelque chose en utilisant des techniques similaires à celles utilisées par Ed. Wallington est célèbre pour avoir bâti son propre Stonehenge dans le Michigan. On dit qu'il a utilisé des machines simples, des leviers et des contrepoids pour déplacer des blocs de béton de plusieurs milliers de kilos. Contrairement à Ed, Wallington a partagé ses techniques avec le public. De multiples vidéos présentent les techniques d'ingénierie qu'il a mises au point en n'employant que des matériaux très simples. C'est vraiment impressionnant. Il a déplacé sa grange entière sur un autre site en n'utilisant que des outils élémentaires. Cependant, il n'y a aucun moyen de savoir si ce sont les mêmes techniques que celles utilisées pour la construction du château de corail. À ce jour, les secrets du célèbre château n'ont toujours pas été élucidés. Mais qui sait, nous y... Jetez un œil à ces pierres. À première vue, elles semblent ordinaires. Ce ne sont que des dalles anciennes, les ruines d'un bâtiment quelconque. Cependant, contrairement à de nombreuses autres découvertes archéologiques similaires, celle-ci est parmi les plus mystérieuses et les plus uniques. Voici pourquoi. Ces pierres sont les vestiges d'un grand complexe religieux appelé Pumapunku, situé en Bolivie. Les scientifiques n'en sont pas certains, mais il est probable que Pumapunku ait été construit sous l'empire des Tiwanaku, qui a existé entre l'an 300 et l'an 1000 de notre ère, avant l'empire Inca. Aucune information ne suggère que cette civilisation disposait de technologies de construction avancées. De plus, il est possible qu'elle n'ait même pas connu l'écriture. Chacune de ces pierres a été sculptée et polie avec une précision remarquable. Elles s'emboîtent parfaitement, comme les pièces d'un puzzle. Le travail est si raffiné qu'il serait impossible d'y glisser même une lame de rasoir. C'est assez impressionnant pour un peuple qui vivait il y a environ 1500 ans. En outre, ces pierres sont très lourdes. Les plus grosses pèsent environ 130 tonnes. Comment les ont-ils transportées d'un endroit à un autre? Les scientifiques pensent que cette civilisation ignorait l'existence de la roue. Alors, comment ont-ils réussi à construire une structure aussi parfaite? Les Tiwanaku disposaient-ils des connaissances et des outils nécessaires pour travailler la pierre? Ou quelqu'un d'autre a-t-il construit Pumapunku? Plusieurs théories existent à ce sujet. Théorie numéro 1. Une civilisation avancée est arrivée en Amérique du Sud, a collaboré avec les Tiwanaku pour construire cette merveille d'ingénierie, puis est repartie. Théorie numéro 2. Des êtres venus d'une autre planète ont débarqué sur Terre, ont montré aux humains comment construire des structures parfaites et ont créé Pumapunku. Cette théorie est toutefois peu crédible. Un autre scénario du même ordre suggère que Pumapunku a été construit par des créatures mythologiques issues de la culture sud-américaine de l'époque. Théorie numéro 3, la plus plausible. Il n'y a aucun mystère. Les Tiwanaku constituaient une civilisation avancée dotée de technologies de construction incroyables. Qu'en pensez-vous? Bien, nous venons de voir des pierres parfaitement rectangulaires utilisées pour construire un temple. Que diriez-vous de pierres parfaitement rondes destinées à l'étude du ciel étoilé?
ou à d'autres fins, qui sait. Alors bienvenue au Costa Rica. Au sud de ce pays se trouvent les sphères d'Iquique. Il s'agit de pierres rondes, lourdes et de grande taille, créées à l'époque précolombienne, vers l'an 600 de notre ère. Ces pierres proviennent d'un type de roche unique, formé à partir de magma refroidi. En d'autres termes, quelqu'un a attendu la fin d'une éruption volcanique et le refroidissement du magma, puis a utilisé ce matériau pour sculpter ces sphères. Mais comment ont-ils fait pour obtenir une forme aussi parfaite ? Selon les scientifiques, ils auraient utilisé de petites pierres pour broyer et sculpter le magma refroidi. Certains spécialistes pensent que ces pierres étaient destinées à s'orienter, qu'elles servaient à indiquer leur chemin aux voyageurs. D'après une autre théorie, les sphères d'Iquique étaient utilisées pour l'astronomie. Personne ne connaît la vérité. Et nous ne l'apprendrons peut-être jamais, car tous ceux qui connaissaient le secret de ces pierres ont disparu à la suite de la conquête espagnole. Continuons donc notre voyage. Vous voyez ces pavés ? Les archéologues ne savent toujours pas pourquoi ils sont disposés ainsi le long d'une vaste étendue désertique traversant la Jordanie et Israël. Ces pierres étranges forment une chaîne de 64 km de long et sont ici depuis environ l'an 300 avant JAC. Comme elles ont été découvertes par des aviateurs il y a une centaine d'années, on les a surnommées « cerfs-volants du désert ». L'une des théories les plus populaires à leur sujet suggère qu'elles furent placées à cet endroit pour attirer les animaux et les capturer. Apparemment, les chasseurs anciens connaissaient bien le comportement de la faune locale. Et ils étaient sûrs que les bêtes finiraient par marcher le long de ces pavés et qu'ils finiraient par tomber dans une fosse préparée à l'avance. Des pierres rectangulaires et carrées parfaitement lisses, des pierres rondes, des pièges de pierre pour capturer des animaux, et encore de la peinture sur pierre. Pour découvrir cela, rendons-nous à Glasgow, en Écosse, où des archéologues ont mis au jour une dalle datant d'environ 5000 ans. Elle porte le nom de Cochno Stone. La dalle elle-même mesure 13 mètres sur 8, soit environ la moitié d'un terrain de basket. Et toute sa surface est recouverte d'étranges motifs tourbillonnants que les scientifiques qualifient de marques en coupe et en anneaux. Mais que signifie-t-il ? Comme pour le reste, les scientifiques n'en sont pas encore certains. Une théorie suggère toutefois que ces inscriptions auraient un lien avec des phénomènes astronomiques, tels que les éclipses lunaires ou solaires. Peut-être s'agit-il d'une carte du ciel, ou peut-être que ses créateurs souhaitaient simplement réaliser une œuvre d'art. Quoi qu'il en soit, il existe un autre fait intéressant, lié à ces dessins. Des scientifiques en ont découvert de similaires sur plusieurs sites préhistoriques à travers le monde. Délaissons à présent les pierres mystérieuses, et intéressons-nous à d'autres merveilles archéologiques. Voici la chronologie approximative du développement de la civilisation, à partir de 8000 avant notre ère, selon les scientifiques. Tout d'abord, les hommes s'installent dans un endroit et y construisent une ville ou un village. Puis ils se lancent dans l'agriculture, avant de construire des temples. Cependant, en 1994, des archéologues ont déclaré « Non, l'ordre pourrait être différent ». Et si les hommes avaient d'abord construit des temples pour vénérer des êtres mythiques supérieurs, avant de construire des villes et de se lancer dans l'agriculture. Rendons-nous en Turquie, dans la région rurale de Göbekli Tepe, où, au milieu des années 90, des archéologues ont découvert plusieurs piliers de pierre sur lesquels étaient sculptés des animaux. Cette structure ancienne remonte au 10e millénaire avant notre ère. Aujourd'hui, cet endroit est considéré comme l'un des plus anciens lieux de culte au monde. Il a très probablement été construit par des chasseurs semi-nomades qui ne connaissaient rien à l'agriculture, car celle-ci n'est apparue dans cette région que 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, les scientifiques se posent la question suivante. Est-il vrai que de telles structures ont conduit à la colonisation de la région ? La réponse à cette question pourrait nous aider à comprendre la mentalité et le développement de l'humanité dans de nombreuses régions de la planète. Aimeriez-vous posséder un parchemin sur lequel serait indiqué l'emplacement d'un trésor ? En fait, vous en avez déjà un. Vérifiez par vous-même. Il vous suffit de rechercher « le trésor du rouleau de cuivre » sur Google, de télécharger une photo haute résolution du rouleau en question et de suivre ses instructions. Mais attention, le texte est absolument incompréhensible. Les scientifiques tentent de déchiffrer ce message depuis sa découverte en 1952 à Qumran, et ils n'y sont toujours pas parvenus. Selon une théorie, le rouleau contiendrait des informations sur une importante quantité d'or et d'argent. Cependant, même si ce trésor n'existe pas, cet artefact n'en présente pas moins un grand intérêt.
Il a été créé il y a environ 2000 ans, à l'époque où l'Empire romain régnait sur la colonie de Qumran. Peut-être les habitants de la région souhaitaient-ils cacher leurs objets de valeur aux légionnaires romains et ont-ils laissé un plan à leurs descendants? Lorsque vous vous approchez de cette merveille archéologique, vous ne remarquez rien. Mais si vous montez haut dans les airs et que vous regardez vers le sol, vous verrez des motifs étonnants, créés par le peuple de la culture Nazca. On les appelle les lignes de Nazca. Des pilotes et des passagers d'avions de ligne les ont aperçus pour la première fois dans les années 1920 et 1930, lors de vols au-dessus du Pérou. Ces grands dessins sont composés de lignes géométriques, d'images complexes d'animaux et de figures fantaisistes. Il y a plus de 2000 ans, un peuple a creusé à la surface du sol pour créer ces motifs. Mais pourquoi? Les lignes de Nazca continuent de fasciner les chercheurs et les passionnés d'archéologie. Les récentes avancées technologiques, telles que l'imagerie par drone et la cartographie par satellite, ont apporté un nouvel éclairage sur ces formations énigmatiques. Certains chercheurs s'intéressent désormais à la possibilité que ces lignes aient eu plusieurs fonctions, notamment celle de communiquer avec des êtres extérieurs à notre monde. Et cette hypothèse est plausible. Une partie des scientifiques pense que ces étranges motifs étaient un moyen rituel de communiquer avec les divinités de la civilisation Nazca. L'étude de ces merveilles archéologiques enrichit non seulement notre connaissance du passé, mais nous invite également à admirer l'ingéniosité et la créativité de l'esprit humain. Sécante, cosinus, tangente, sinus, 3,14159. C'était le cri de ralliement du club de trigonométrie à l'époque. Pour tous les autres élèves du cours de mathématiques, des termes tels que sinus, tangente et pi étaient tout simplement déconcertants. Qui les a inventés et pourquoi? Leur seul but était-il de rendre les choses plus difficiles pour les élèves? Eh bien, pas tout à fait. La trigonométrie a été inventée par les anciens Égyptiens. Ils avaient besoin de ces connaissances pour construire leurs pyramides, et ils ont fait du bon travail. La grande pyramide de Gizeh est toujours debout aujourd'hui, quelques 4500 ans après sa construction. Et personne n'a fait de réclamation. Sortons donc de cette salle de classe et partons pour un voyage dans le temps, afin de percer les secrets de la précision des anciens Égyptiens. Vous voici sur le chantier de la Grande Pyramide, à une quinzaine de kilomètres du Caire en Égypte. La ville n'est pas encore là. Vous n'êtes entouré que du désert et des nombreux ouvriers. Ils transportent de gros blocs de pierre pesant chacun 2,5 tonnes. Ces blocs se trouvent sur des traîneaux de bois qui eux-mêmes reposent sur de gros cylindres. Une équipe de 8 hommes fait rouler ces blocs en avant. Cela fait tout de suite penser au rouleau d'une caisse enregistreuse de supermarché. Le principe est exactement le même, mais l'échelle est plus grande, beaucoup plus grande. Les scientifiques estiment que les Égyptiens ont utilisé 2,3 millions de blocs de ce type rien que pour la Grande Pyramide. Et le bloc qui se trouve devant vous est l'un des plus légers. Le plus lourd d'entre eux pesait près de 15 tonnes. Mais d'où venaient tous ces blocs? La plupart provenaient de carrières situées autour de Gizeh. Ce n'est pas très impressionnant, pensez-vous. Mais attendez de savoir comment les ingénieurs de l'Antiquité ont transporté du granit sur 800 km jusqu'à la pyramide. À l'époque, il n'y avait ni chemin de fer, ni autoroute. Mais il y avait le Nil, ce fleuve puissant. Les chercheurs pensent même que les Égyptiens ont creusé un canal pour relier le Nil directement au site de construction des pyramides. Il suffisait alors d'attendre le début de la saison des crues, et le tour était joué. La montée des eaux faisait flotter les lourds blocs de pierre. Mais comment ont-ils ensuite soulevé tous ces énormes cailloux sur la terre ferme pour les empiler ainsi jusqu'au sommet? Disposaient-ils de grues gigantesques? Les anciens Égyptiens ont contourné ce problème, littéralement. L'un des ouvriers vous montre maintenant la rampe géante qui fait le tour de la pyramide qu'ils sont en train de construire. C'est ainsi qu'une route de montagne se ferait un chemin en zigzag jusqu'au sommet. Si la rampe rejoignait directement le sommet de la pyramide, les ouvriers ne pourraient pas s'en servir pour tirer les blocs de pierre. Elle serait trop abrupte. Les scientifiques ont calculé que l'inclinaison maximale était de 8%. Les anciens Égyptiens ont donc simplement prolongé la rampe autour de la pyramide. Encore une fois, il ne s'agit que de théorie, car la rampe aurait pu se trouver à l'intérieur de la pyramide, comme le suggèrent certains chercheurs. La méthode de construction exacte reste un mystère, gardé jalousement par le Sphinx. C'est son vrai nom, n'est-ce pas? Eh bien c'est faux. Le grand Sphinx n'est que le pseudonyme de la statue. Vous savez, ce nom que prennent les écrivains lorsqu'ils veulent se cacher leur véritable identité,
ou le nom de scène d'un chanteur. Le véritable nom du sphinx, traduit de l'égyptien, signifie Horus à l'horizon. C'était le nom de la divinité égyptienne du ciel. Le mystère ne s'arrête pas là. Un homme passe devant vous avec un seau de peinture. Il va ajouter une touche de couleur au grand sphinx. Les chercheurs ont trouvé des taches de cette couleur rouge à côté de son oreille. Il s'agit d'une peinture très résistante, qui a tenu pendant des milliers d'années. Vous vous tenez maintenant en face du sphinx. Vous levez les yeux. Il est très grand, n'est-ce pas? 20 mètres, pour être précis. Résistez à l'envie de prendre un selfie. Allez, vous pouvez le faire. Vous remarquez maintenant autre chose. On dirait que le sphinx se trouve au centre d'un triangle géant. C'est l'un des côtés de la grande pyramide. Et non, vos yeux ne vous jouent pas des tours. Le sphinx se trouve vraiment au centre de la face latérale de la pyramide. C'est ici que les mathématiques entrent en jeu. Une pyramide a 4 faces, appelées faces latérales. Il y a aussi une 5e face, la base, mais elle n'est pas visible. C'est, vous l'avez deviné, la face cachée. Le sphinx a un dernier mystère à révéler, son âge. Les scientifiques s'accordent à dire que c'est le pharaon Képhren qui l'a construit. Il a régné après son père qui avait construit la grande pyramide, toute proche. Les 2 structures ont donc été achevées à la même époque. Mais revenons à nos jolis nombres. Vous avez entendu parler de Cléopâtre, cette princesse égyptienne dont on dit qu'elle était d'une grande beauté? Elle a vu les pyramides, mais elle vivait plus près de l'époque du premier iPhone que de celle des bâtisseurs de pyramides. Fascinant, non? Vous pouvez voir des milliers de personnes autour de vous. Ils travaillent dur pour construire le tombeau du pharaon. Mais combien sont-ils exactement? Un philosophe grec a estimé qu'il y avait jusqu'à 100 000 ouvriers. Ce chiffre semble acceptable pour une structure aussi gigantesque, mais il ne peut pas être correct. La science ne peut tout simplement pas confirmer ce chiffre. Les égyptologues estiment le nombre total d'ouvriers à 30 000. Et oui, Indiana Jones était l'un d'entre eux, du moins sur le grand écran, mais il est arrivé en retard. Les égyptologues en savent beaucoup sur les pyramides, mais ils ne savent pas tout. Non pas parce qu'ils ne veulent pas savoir, mais parce qu'ils n'ont pas encore recueilli suffisamment de preuves. Ils ne peuvent que supputer le processus de construction. D'abord, les ingénieurs arrivaient pour choisir le bon endroit et prendre les mesures nécessaires. C'est pour cela qu'ils avaient besoin de toutes ces mathématiques compliquées. Ensuite, il fallait s'approvisionner en matériaux, les gros blocs de pierre dont j'ai parlé plus haut. Les bateaux les livraient à l'emplacement de la future pyramide, et les ouvriers pouvaient enfin s'atteler à la tâche. Ils travaillaient en petits groupes, mais ils étaient au moins 2000 à ciseler et à sculpter à tout moment. Cela ressemble à un chantier d'aujourd'hui? C'est très similaire, mais ça se passe il y a des milliers d'années. Il est étonnant de voir ce que les Égyptiens de l'Antiquité étaient capables de réaliser avec des outils en cuivre et en pierre. La pyramide est maintenant terminée. Mais s'agit-il de la même pyramide que celle que nous voyons aujourd'hui? Pourquoi cette structure brille-t-elle sous le soleil du désert? N'est-elle pas censée être d'un jaune poussiéreux? Eh bien non. Au fil du temps, l'activité humaine et les éléments ont complètement décapé la couche extérieure des pierres. Des artisans experts avaient poli ces blocs en utilisant uniquement de la pierre et du sable. Le résultat final était une pierre lisse et brillante. Le jour de son achèvement, la grande pyramide de Gizeh était un triangle de lumière parfait. Ses faces polies étaient crantaux comme des miroirs géants, reflétant le puissant soleil égyptien. C'est à ce moment-là que vous devez mettre vos lunettes. La chose brillante que vous voyez au sommet de la pyramide est en réalité faite d'or. On appelle pyramidion la pierre de couronnement que l'on place tout en haut d'une pyramide. Elle était recouverte de feuilles d'or. Comme vous pouvez le deviner, ce sont ces pierres qui ont disparu en premier. Avant de vous ramener dans votre salle de classe, nous allons faire un autre arrêt. Nous nous rendons dans les îles britanniques. Et non, ce n'est pas à Stonehenge que nous allons. Il s'agit de Newgrange, dans le comté de Meath. Les scientifiques estiment que les anciens peuples d'Irlande ont construit ce monument de pierre aux alentours de 3200 ans avant notre ère. Il est donc plus ancien que Stonehenge et que la grande pyramide de Gizeh. La fonction du monticule circulaire de Newgrange est la même que celle de la grande pyramide et est tout aussi mystérieuse. On estime à plus de 220 000 tonnes le volume de pierres détachées présentes dans la vallée. Et il ne s'agit pas de pierres jetées au hasard sur une pile. L'ordre dans lequel elles sont disposées rend la structure imperméable. Cela expliquerait comment Newgrange a pu tenir si longtemps. N'avez-vous pas soudain envie de vous procurer un étui bien étanche pour votre téléphone? Vous êtes de retour à votre pupitre.
Mais le cours de mathématiques d'aujourd'hui est la dernière chose à laquelle vous pensez. Vous pensez à la grandeur des pyramides égyptiennes, et vous vous demandez si nous avons quelque chose de semblable aujourd'hui. Eh bien, sachez que les ingénieurs modernes sont tout aussi impressionnés que vous par la Grande Pyramide. On trouve une pyramide de verre dans la cour principale du célèbre musée du Louvre à Paris. Le panorama de San Francisco ne serait pas complet sans la Trans-America pyramide de 48 étages. Mais c'est à Las Vegas que l'on est allé le plus loin. C'est dans cette ville que se trouve l'hôtel Luxor. Il est très grand. C'est même la 3e plus grande pyramide de la planète. Et devinez ce qui se trouve juste devant. Oui, une réplique du Sphinx. Elle mesure 33,5 mètres de haut, soit 2 étages de plus que celle de Gizeh. Eh oui, tout est plus grand à Las Vegas.